Alors bonjour à toutes et à tous, on se retrouve donc pour la correction des exercices de cette semaine. Je vous ai mis ici le 12, donc c'est un petit exercice en plus par rapport à ce que j'avais donné. Vous allez voir, c'est pas très long, ça permet juste de comprendre un petit peu mieux cette relation que l'on a vue dans le cours. Donc du coup, on nous dit que l'on dispose de boules de masse m différentes sur lesquelles une même force F constante s'exerce. On a reporté dans le tableau ci-dessous la valeur du vecteur variation de vitesse de chaque boule en fonction de sa masse pendant le même intervalle de temps. D'accord? Donc la même force F, ça c'est un paramètre fixé, des boules différentes, de masses différentes, et du coup on va regarder la valeur du vecteur variation de vitesse, d'accord? En fonction de sa masse. Donc justement c'est quelque chose qu'on pourrait faire pour essayer de retrouver cette relation, même si voilà, c'est pas si évident que ça à mettre en place en vrai. Bon. Donc, question 1, choisir la bonne affirmation, delta V et M sont proportionnels, delta V et M sont inversement proportionnels. Donc l'idée c'est de trouver une relation entre le vecteur variation de vitesse et M, on suppose que l'on ne le connaît pas, et donc on essaie de voir un peu comment ça fonctionne. Qu'est-ce que l'on fait pour ça? Eh bien, on peut calculer justement pour chaque ligne du tableau les valeurs delta V fois M et aussi delta V divisé par M. On va voir ce que ça va donner, puis on va analyser après. Donc je reprends les lignes du tableau, et là je fais delta V fois M, donc 5 fois 300 par exemple ça fait 1500, 10 fois 150 ça fait 1500 aussi, etc. Par contre, delta V divisé par M, ça nous donne des valeurs, mais qui ne sont pas, c'est pas une constante, d'accord? Donc le produit delta V fois M reste constant, ça veut dire que delta V et M sont inversement proportionnels. Alors, on analyse un petit peu tout ça, effectivement, vous voyez bien, delta V fois M c'est une constante, d'accord? Donc je peux l'appeler petit a, cette constante. Ça veut dire que delta V égale petit a divisé par M, par exemple. Donc ça veut bien dire que ces valeurs sont inversement proportionnelles. C'est-à-dire que le vecteur variation de vitesse, il est inversement proportionnel par rapport à la masse. Si ça avait été proportionnel, on aurait eu une constante ici. D'accord? On aurait trouvé une constante petit a. Ça avait été proportionnel, c'est de la forme y égale a fois x. Donc en divisant y par x, eh bien j'obtiens une valeur constante petit a. Là ça ne marche pas, vous voyez bien, donc c'est pas proportionnel. Maintenant réfléchissons un peu à ce que ça veut dire. Si delta V et M sont inversement proportionnels. Ça veut dire que si j'ai un objet plus lourd, d'accord, avec une force donnée, je vais pouvoir lui communiquer une variation de vitesse, donc une accélération, qui va être plus petite, d'accord, qu'avec un objet donné. Ça c'est logique. Si vous avez un objet qui est beaucoup plus lourd qu'un autre, si vous appliquez la même force, forcément vous allez pouvoir l'accélérer beaucoup moins. C'est quand même beaucoup plus facile de lancer une boule de pétanque qu'une voiture. Ok? Bon, ben c'est ça que ça veut dire. Si on avait trouvé que delta V et M étaient proportionnels, ça aurait voulu dire que plus la masse de l'objet est grande, donc par exemple une voiture, c'est quelque chose de plus massif qu'une boule de pétanque, et bien ça aurait voulu dire que avec la même force, je peux communiquer une accélération plus grande, donc une plus grande variation de vitesse à la voiture que à ma boule de pétanque. Ça c'est pas possible, d'accord? On est bien d'accord que c'est pas ce qu'on observe dans la réalité. Donc on a bien le vecteur variation de vitesse et M qui sont inversement proportionnels. Exemple ici, justement, comment la valeur delta V évolue si la masse de la boule est multipliée par 2. Donc on prend un exemple, voyons voir. Là, de 150 par exemple, 150 grammes, donc je multiplie la masse de la boule par 2, donc 300 grammes. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la variation de vitesse que je peux lui communiquer? Eh bien, elle est divisée par 2, d'accord? C'est bien inversement proportionnel. Si la masse est multipliée par 2, alors le vecteur variation de vitesse, lui, va être divisé par 2. Donc c'est ce que je vous dis ici. Si la masse de la boule est multipliée par 2, la valeur delta V du vecteur variation de vitesse diminue de moitié. Donc j'ai pris un exemple, mais voilà, on peut le faire avec d'autres exemples. Voilà pour cet exercice, ça vous montre simplement l'influence de la masse, d'accord? Plus un objet est massique, plus je vais avoir du mal à le mettre en mouvement. Et bien c'est même ça la définition de la masse en fait, d'accord? Ce qu'on appelle la masse inertielle. Il y a deux types de masse si on veut, mais on verra ça plus tard. Mais la masse inertielle, c'est le fait qu'un objet résiste à sa mise en mouvement, d'accord? Plus un objet est massique, plus il va avoir du mal à être mis en mouvement. Voilà, c'est ce qu'il y a à retenir de cet exercice. On passe au 15, et donc que vous aviez à faire pour aujourd'hui. On s'intéresse au mouvement vertical vers le bas d'un athlète de 70 kg après avoir atteint le sommet de sa trajectoire lors d'un saut sur un trampoline. Ce mouvement a une durée de 1 seconde, on considère que l'air n'a aucune action sur l'athlète. D'accord? Donc on a un trampoline, quelqu'un qui saute, qui fait 70 kg, le mouvement dure 1 seconde, et on vous dit quoi? Énoncé compact. Quelle est la valeur de la vitesse de l'athlète lorsqu'il retombe sur le trampoline? Donc ça, vous voyez, il n'y a qu'une seule question, c'est un peu difficile, donc moi je ne vais pas traiter ça, je vais bien sûr
traiter l'énoncé un peu plus développé, hein, pour y aller pas à pas. Mais l'objectif, c'est de trouver la valeur de la vitesse de l'athlète lorsqu'il retombe sur le trampoline, d'accord? À quelle vitesse il touche le trampoline. On va traiter donc l'énoncé détaillé et on va y aller pas à pas pour trouver du coup, hein, vous voyez là, quelle est la valeur de la vitesse de l'athlète lorsqu'il retombe sur le trampoline. Alors, à quelle force l'athlète est-il soumis lors de son mouvement vertical? Quelles sont sa direction, son sens et sa valeur? Première chose, ils ont oublié quelque chose, hein, c'est le référentiel. Donc il faut préciser que on va étudier le mouvement de cet athlète dans le référentiel terrestre, d'accord? Ça peut être le référentiel de la salle, éventuellement, ici, puisqu'elle est liée de toute façon à la Terre, que l'on considère galiléen, d'accord? Vous pouvez même préciser, puisque la durée de la chute de 1 seconde est très largement inférieure à la durée de la rotation de la Terre sur elle-même. Bon, mettez au moins référentiel terrestre supposé galiléen, c'est vraiment important. Du coup, à quelle force l'athlète est soumis lors de son mouvement vertical? Donc il retombe. Eh bien, on est sur Terre, on vient de le dire, donc il y a forcément le poids. Est-ce qu'on a considéré les actions de l'air dans cet exercice? Eh bien non, on vient de vous le dire juste au-dessus, et du coup vous allez avoir que le poids. C'est ce que je vous ai mis ici. Donc lors de son mouvement vertical, l'athlète est soumis exclusivement à son poids vertical vers le bas de valeur P égale M fois G, soit, on va le calculer, hein, P égale M fois G, on connaît sa masse, donc c'est 70 kg. Petit g, on vous le donne dans l'exo, on prendra 10. Donc vu qu'on va faire un exo avec deux chiffres significatifs, on va même pas aller chercher le 9,8. D'accord, l'idée c'est de trouver un ordre de grandeur de la vitesse, on n'est pas au dixième de mètre par seconde près. Donc on peut se satisfaire avec g égale 10. De toute façon, on vous donne g égale 10 dans l'exo, vous suivez ce qu'on vous donne dans l'exo. Ne mettez pas 9,8 ou 9,81, d'accord, voilà. Donc, fois 10, eh bien, ça fait donc du 700 newtons avec deux chiffres significatifs, ça fait 7 fois 10 puissance 2 newtons. N'oubliez pas de préciser, j'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, hein, que le poids est donc vertical, ça c'est sa direction, et son sens c'est vers le bas. Ils ont oublié de préciser ici le point d'application, on peut le dire, hein, que le point d'application, eh bien, c'est le centre de gravité de l'être humain, considéré, de l'athlète. En l'occurrence, c'est à peu près autour du nombril pour un être humain, d'accord? Donc si on avait dû faire un schéma, eh bien, le point d'application c'est autour du nombril pour faire ce point d'application du poids. Voilà pour la question 1, on passe à la 2. Exprimer le vecteur variation de vitesse delta V de l'athlète en fonction de la résistance des forces, somme des forces qui s'exercent sur lui, de sa masse m et de la durée delta t du mouvement. Bon ben là c'est une question de cours, la relation que l'on a vue, elle s'écrit comment? Elle s'écrit... Alors nous, on avait vu que du coup delta V fois m c'était égal à la somme des forces fois delta t. Là, on vous met que la somme des forces est égale à m fois delta V sur delta t. Vous vous rappelez, on l'a vu aussi sous cette forme. Ce qu'on peut d'ailleurs écrire, hein, puisque delta V sur delta t, c'est quoi une variation de vitesse en fonction du temps? Delta V divisé par delta t, eh bien c'est une accélération. Donc ça veut dire que la somme des forces est égale à m fois l'accélération. Comment il faut essayer de comprendre ça? Ça veut dire que si vous avez un objet donné de masse m, si vous lui appliquez une certaine force, eh bien, vous allez lui communiquer une accélération, il va se mettre en mouvement. D'accord? Pour une force donnée, on vient de le voir dans l'exo 12 précédent, plus la masse est grande, plus ça va être difficile de le mettre en mouvement, c'est-à-dire que si vous avez F qui est constant, d'accord, à une même force donnée, si M augmente, nécessairement petit a diminue. D'accord, l'accélération que vous lui communiquez diminue. Ça veut dire qu'un objet plus lourd, vous allez pouvoir le mettre plus difficilement en mouvement. Voilà ce que veut dire un peu cette relation, c'est comme ça qu'il faut la comprendre. Alors, c'est la seconde loi de Newton, mais en version simplifiée, dans le cas où la masse est constante. Vous verrez plus tard que lorsque la masse n'est pas constante, c'est un petit peu plus compliqué. Mais bon, pour l'instant, essayez vraiment de comprendre ça, c'est vraiment important de comprendre cette relation. Bon, on nous demande d'extraire du coup delta V, et bien là ce sont des maths, hein, ça fait delta V égale somme des forces fois delta T divisé par M. Par rapport à ici, je divise par M, et je multiplie par delta T de chaque côté. Donc hein, je divise par M, je multiplie par delta T, et ça me donne ceci. Ok, question 2b. En déduire que le vecteur variation de vitesse a pour valeur delta V égale G fois delta T. Donc attention, hein, là vous voyez, on a ici des vecteurs, delta V, des sommes des forces, là il n'y a plus de vecteurs. Du coup, il va falloir voir un petit peu comment on va gérer tout ça. Eh bien, il faut passer d'une égalité vectorielle à une égalité scalaire, c'est-à-dire avec des nombres. Alors, comment on réfléchit là-dessus? Je vous lis cette correction, et puis après je vous dis comment on aurait pu faire à la rigueur autrement. C'est une façon peut-être un peu plus rigoureuse et peut-être plus parlante pour vous. Les vecteurs delta V et somme des forces étant collinéaires, leur valeur vérifie l'égalité. Et là, donc, c'est-à-dire que de ici à là, vous voyez, c'est la même égalité, mais sans les flèches. D'accord? Donc on enlève, on passe de vectoriel à scalaire comme ça. Donc, pourquoi? Parce que les vecteurs sont collinéaires, effectivement on peut le faire.
comment on peut faire autrement, entre guillemets? Une égalité vectorielle, eh bien, il faut prendre chaque coordonnée de chaque vecteur et égaliser une à une les coordonnées. Donc si, là, vous voyez, on est dans l'espace, ça veut dire qu'on va être dans un repère avec 3 directions. En maths, souvent, vous aviez x, y, peut-être que vous avez commencé à avoir, du coup, une troisième dimension, hein, donc z. Forcément, en physique, on va se déplacer dans l'espace, donc les repères vont être toujours à 3 dimensions. Ça veut dire que vous aurez un axe x, y et z. Ok, donc souvent, z, on l'oriente comme ça, vers le haut, bon, ou vers le bas, mais z, c'est l'axe vertical en tous les cas. Et on a x et y comme ceci. Bon, bah ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma somme des forces, elle a une composante en x, en y et en z. Mon delta V, il a une composante en x, en y et en z. D'accord? Si je mets ici mon axe z vertical, j'imagine un repère comme ça, vous voyez, il y a le trampoline ici, comme ça, qui est du coup sur le plan x, y, et j'ai z qui est donc vertical. Mon athlète, il chute comme ceci. Donc en fait, est-ce qu'il va y avoir une composante en x ou en y? D'accord? Il ne va pas se déplacer comme ça? Bah non. D'accord? Il ne va pas bouger comme ça, il bouge simplement comme ça, donc selon z. Du coup, il y a des coordonnées que selon z. C'est-à-dire que ici j'aurais somme des forces, si je devais détailler ces trois vecteurs, hein, j'aurais 0, 0, et puis la somme des forces, vectorielle. Et ici, j'aurais, pour delta V, j'aurais 0, 0, et une composante delta V, sans le vecteur, hein, en z. Ok? Bon bah du coup j'égalise une à une, en x j'égalise, ça fait 0 égale 0, en y j'égalise, ça fait 0 égale 0, et en z j'égalise, ça me fait cette égalité-là. D'accord? C'est pour ça qu'on peut enlever les vecteurs. Vu qu'il n'y a pas de composante en x et en y, il n'y en a que selon z. Autrement dit, ils sont collinéaires, d'accord, ils sont selon la même direction. Eh bien, on peut effectivement, comme ça, passer de la relation vectorielle à la relation scalaire. Ensuite, ce sont des maths, hein. Donc qu'est-ce qu'on veut trouver ici? Bah, on a cette relation, on a vu que le poids c'était m fois g, du coup on va utiliser tout ça, hein. C'est ce qu'on a fait avec la chute libre dans le cours. Donc la somme des forces c'est quoi? Il n'y a que P le poids, c'est donc m fois g. L'égalité se ramène à delta V égale quoi? Eh bien m fois g fois delta t divisé par m. La masse se simplifie, je rappelle on est dans le cas d'une chute libre, donc c'est normal que la masse n'intervienne pas. Et donc je trouve delta V égale g fois delta t. D'accord? Voilà, donc c'est bien ce qui était demandé dans cette question 2. Ensuite, quelle est la valeur V1 de sa vitesse au sommet de sa trajectoire? Et bien là, je peux prendre un objet qui va être en chute libre. C'est qu'à un moment, dans le cas de cette chute libre, il y a un point donné, par ici, où la vitesse au sommet de la chute, hein, l'objet monte et redescend, il passe par un moment où la vitesse est nulle. Justement, hein, la valeur de sa vitesse au sommet de sa trajectoire est nulle. Voilà, donc si vous n'en étiez pas convaincu, vous pouvez le voir ici en vidéo. Ensuite, quelle est la valeur V2 de la vitesse de l'athlète lorsqu'il retombe sur le trampoline? Je rappelle que c'était l'objectif, hein, on a donc un athlète qui chute, et on veut trouver sa vitesse lorsqu'il arrive sur le trampoline. Alors on a delta V égale g fois delta t, vous vous rappelez, et delta V, il ne faut pas oublier ce que c'est, hein, c'est quoi? C'est une variation de vitesse, donc c'est V2 moins V1. V2, c'est quoi? C'est la vitesse d'arrivée lorsqu'il est au trampoline, et V1, c'est la vitesse lorsqu'il est en haut, d'accord, au sommet de sa chute. On vient de dire quoi? Que V1 était égal à 0, était nul, donc du coup cela se simplifie en delta V égale V2 tout simplement, V1 est nul, hein. Donc ça veut dire que V2 égale g fois delta t. Je remplace, g je connais, c'est 10 newtons par kilogramme. Delta t, on a dit que la durée de la chute était de 1 seconde, et donc j'ai V2 égale 10 mètres par seconde. Voilà, donc il arrive sur le trampoline avec une vitesse de 10 mètres par seconde. Vous voyez que là, on vient de le faire proprement, si on veut, on a utilisé la relation, etc. Mais en fait, on aurait pu se trouver ce résultat directement. On vous disait quoi dans l'exercice? Que la durée de la chute était de 1 seconde. On est en chute libre, d'accord? La durée de la chute est de 1 seconde. Sur Terre, c'est quoi justement G? Eh bien, c'est 10 newtons par kilogramme, autrement dit 10 mètres seconde moins 2. Ça veut dire que l'accélération est de 10 mètres par seconde chaque seconde. Donc chaque seconde, vous allez gagner 10 mètres par seconde. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Eh bien, au sommet, forcément, sa vitesse va être nulle, d'accord, quand il arrive tout en haut. Et ensuite, il chute pendant 1 seconde. Et bien, du coup, pendant 1 seconde, sa vitesse varie de 10 mètres par seconde. C'est bien ce que veut dire, hein, ce petit g, l'accélération de la pesanteur.
S'il avait été sur la Lune, par exemple, faites la même chose sur la Lune, l'accélération de la pesanteur sur la Lune, c'est 1,6 mètres seconde moins 2. Donc du coup, il serait arrivé avec une vitesse de 1,6 mètres par seconde, en faisant exactement la même expérience. Voilà pour cet exo, on passe au suivant. Donc le 20, centrifugeuse des astronautes. Une centrifugeuse utilisée pour l'entraînement des astronautes qui peuvent au cours d'une mission se retrouver dans des conditions similaires. Une astronaute de masse m égale à 70 kg est placée dans une nacelle reliée à un bras qui permet de la mettre en rotation. Au cours de l'entraînement, l'astronaute se déplace à une vitesse de valeur constante égale à 25 mètres par seconde. D'accord, donc il tourne comme ça, et la vitesse est de 25 mètres par seconde. Premièrement, décrire le mouvement de l'astronaute au cours de l'entraînement. Bon, du coup, il va tourner autour d'un point fixe. C'est un mouvement qui ne va pas être rectiligne, forcément, il ne va pas tout droit. Et donc c'est un mouvement qui va être circulaire. Et vu que la vitesse est une constante, vous devez vous rappeler en seconde que si la vitesse est une constante, le mouvement est dit uniforme. Donc du coup, c'est un mouvement circulaire uniforme. Voilà, si vous voulez le voir écrit, le mouvement est circulaire et uniforme. Ça, c'est l'étape 1. Ok, on passe à la question 2. Reproduire le schéma ci-dessous et représenter le vecteur vitesse de l'astronaute en M1 et M2, préciser l'échelle utilisée. Donc vous avez on vous précise le sens du mouvement, point M1, M2, M3. Je rappelle qu'on utilise le point M parce que c'est souvent un mobile, c'est quelque chose qui bouge, qui est mobile, donc du coup on va dire point M. M1, M2, M3, ok, le sens du mouvement, on veut trouver le vecteur vitesse de l'astronaute en M1 et en M2. Alors vous vous rappelez, le vecteur vitesse doit être tangent à la trajectoire. Donc c'est quoi la tangente à un cercle? Eh bien c'est ce qui est perpendiculaire, d'accord, ici, pour vraiment tracer ça. Vous tracez le rayon, donc ici entre M1 et le centre du cercle. Ici, vous tracez la perpendiculaire à ce rayon. Ça vous donne la tangente au cercle en ce point. Et donc là, vous prenez l'échelle que vous voulez. Moi, je vous conseille de prendre, donc du coup, vous avez 25 mètres par seconde. Vous pouvez mettre par exemple 1 cm pour 10 mètres par seconde, ça vous fait quelque chose de 2,5 cm. Et donc voilà, vous pouvez prendre une autre échelle si vous voulez, mais sinon celle-ci convient très bien. Donc ici, voilà, un vecteur V1. Ensuite, au point M2, idem. D'accord, vous tracez ici le rayon et la perpendiculaire au rayon vous donne la direction du vecteur vitesse V2. Si vous avez pris la même échelle que je viens de dire, ça veut dire que pour 1 cm, vous avez 10 mètres par seconde. Là, vous mettez donc une flèche de 2,5 cm. Voilà pour cette question. Ensuite, construire en M2 le vecteur variation de vitesse, delta V de 1 vers 2, en déduire sa valeur. Alors, pour construire delta V, il faut faire V2 moins V1. Comment je fais ça? Je vais reporter au bout de V2 le vecteur moins V1. D'accord? Donc là, j'ai le vecteur V1 qui est dans ce sens-là. Je le mets donc dans l'autre sens, V1, et je le mets au bout de mon vecteur vitesse V2. Ça me fait donc quelque chose comme ça. Plus simplement, à la règle, vous pouvez le mesurer, d'accord? Vous le mettez comme ceci, en norme V1 et moins V1 ont la même norme forcément. Et ensuite, vous n'oubliez pas que c'est bien dans ce sens-là. Là, j'ai V1, vous faites bien moins V1 avec la flèche comme ceci. Et donc V2 moins V1, ça me donne un vecteur delta V, d'accord, dirigé comme ceci, vers le centre du cercle. Ça doit vraiment être dirigé vers le centre. On vous demande de trouver sa valeur. Vous avez dû justement utiliser une échelle. Moi, je vais rester sur cette échelle-là. Sinon, avec votre échelle, ça marche aussi, bien évidemment. Et donc, on mesure graphiquement que ici, vous allez avoir une flèche d'environ 1,4 cm, dans l'échelle que moi j'ai utilisée. Ça veut dire que vous allez avoir un delta V qui vaut 14 mètres par seconde. Bon, si vous ne trouvez pas tout à fait pareil, c'est pas grave, mais vous devez trouver quelque chose de l'ordre de 14 mètres par seconde. Voilà pour cette question. Ensuite, l'intervalle de temps entre deux positions MI consécutives est de 0,20 secondes. MI, d'accord, ça veut dire qu'on fait varier I de 1 à N. Donc vous avez M1, M2, M3, etc. Et donc il y a 0,20 secondes entre les deux. Ça veut dire qu'il y a 0,20 secondes entre chaque point. Indiquer la direction, sens et la valeur de la somme des forces qui s'exercent sur l'astronaute. Alors, on a delta V, on vient de déduire sa valeur. On nous demande une somme des forces. Bon, a priori, il va falloir utiliser la relation que l'on a vue dans le cours. Donc on écrit ça. Les vecteurs sont reliés par la formule que l'on vient de voir ici, donc on vous la redonne. Somme des forces égale m fois delta V sur delta T. Et ensuite, pour ce cas-là, de toute façon, vous aurez toujours la résultante des forces qui a la même direction et le même sens que le vecteur variation de vitesse. Vous vous rappelez? Ça veut dire qu'ils vont être dirigés suivant un des rayons vers le centre de la trajectoire. Pour un mouvement circulaire et uniforme, on vient de le voir, vous allez avoir le vecteur delta V qui va être orienté vers le centre du cercle, d'accord? Ça veut dire, vu qu'ils sont collinaires, que forcément la somme des forces
qui s'exerce sur cet astronaute va être aussi dirigé vers le centre du cercle. Et du coup, comme ils sont collinaires, eh bien, je ne refais pas toute la démonstration, mais on peut passer directement de cette relation vectorielle, d'accord, c'est-à-dire où il y a trois composantes, à une relation scalaire, c'est-à-dire que vous mettez la même égalité sans les vecteurs, puisque ils vont avoir deux composantes nulles sur les trois, et une qui est non nulle, et bien c'est celle qui nous intéresse. Soit du coup, maintenant on fait l'application numérique, la somme des forces est égale à 72 kg pour cet astronaute, delta V on vient de le trouver 14 mètres par seconde, delta T on l'a dit c'est 0,20, et ça vous donne une somme des forces de 5 fois 10 puissance 3 newtons, vous allez trouver 5040, donc avec deux chiffres significatifs ça fait 5 fois 10 puissance 3 newtons. L'astronaute du coup est soumis à une force dirigée vers le centre de la trajectoire de valeur 5 kN, on peut le remettre comme ça, 10 puissance 3 c'est 5 kN. Donc voilà, et bien ça permet donc de simuler des accélérations auxquelles vont être soumis les astronautes lors de leur ascension. Petite note, donc du coup vous avez peut-être déjà entendu parler de ces astronautes ou des pilotes de chasse qui sont soumis à des G, on dit qu'ils sont soumis à 3G, 2G, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien simplement que si vous êtes en chute libre, vous êtes soumis à 1G. C'est-à-dire que vous avez une accélération de 10 mètres par seconde chaque seconde. Eh bien si vous êtes soumis à 2G, c'est quelque chose où vous seriez soumis à une accélération de 20 mètres par seconde chaque seconde. D'accord? 2 fois 10, 20. 3G, 30 mètres par seconde chaque seconde, etc. etc. Et petite anecdote, donc il y a une personne dans les années 50 qui était un colonel américain qui s'est demandé combien de G pouvait supporter un être humain. Du coup, comme personne ne l'avait fait, il s'est dit je vais le faire moi-même, et donc il a monté un système un peu avec des sortes de fusées sur un rail pour accélérer très vite, et aussi au niveau de la décélération, enfin bon, il voulait faire des mesures. Et il a vu que, donc voilà, petit à petit il est monté à 46 G, il a vu qu'il pouvait résister à une accélération de 46 G. Donc 46 G ça veut dire 460 mètres seconde moins 2, ok. Donc si vous multipliez par 3,6, ça veut dire qu'en une seconde, si jamais il a subi cette accélération pendant une seconde, il est passé de 0 à 1600 km/h, en une seconde. Donc voilà, grâce à lui, on sait que le corps humain peut supporter sur le dos, etc., 46 G. Et donc de ces travaux, on a pu tirer plusieurs conclusions. Vous savez, dans les fusées, les astronautes qui sont dans une certaine position bien particulière, un peu allongée, etc., et bien c'est parce que c'est la position pour laquelle le corps humain résiste le mieux à l'accélération. D'accord, on ne les met pas la tête en bas ou sur les côtés, etc. Enfin bref, on les met d'une certaine manière. Ensuite, cette personne, ce colonel, a milité du coup pour l'usage massif de ceintures de sécurité. C'est-à-dire qu'il a vu que dans les voitures, en cas d'accident, la décélération était trop forte pour que le corps humain y résiste. Donc il a milité pour le port des ceintures de sécurité. Et plus proche de nous, vous avez peut-être des proches qui ont un enfant avec des bébés dans les sièges auto. Et donc dans les sièges auto, ils sont dos à la route, d'accord, pour les tout petits, et inclinés un peu comme ça, un peu allongés. Et bien c'est parce que là aussi c'est la meilleure position pour résister à une décélération. Donc en toute logique on devrait mettre tout le monde comme ça, tous les passagers, etc. Alors pour le conducteur ce serait un peu compliqué quand même de se mettre dos à la route. Mais si on voulait vraiment faire des sièges sécuritaires, il faudrait se mettre un peu allongé, dos à la route, comme dans les sièges auto en fait pour les enfants. Bon voilà, je sais c'est pas très pratique et ce serait très bizarre, mais n'empêche que ça permettrait de sauver des vies, de faire ce genre de choses. Voilà ce que je pouvais dire sur cet exo et sur ce chapitre, donc n'hésitez pas à venir poser des questions, soit en classe virtuelle, soit sur le NT.